La gifle est partie si vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. Mes lunettes ont volé, se brisant sur le parquet élégant de la salle de bal, tandis que 130 invités regardèrent dans un silence absolu. Ma joue brûlait, mais la douleur dans ma poitrine était bien pire. Juliette, ma belle-fille, venait de me gifler le jour de son mariage parce que j'avais refusé de lui remettre les clés de mon appartement. Voilà ce qu'on récolte quand on est aussi égoïste, m'a-t-elle hurlé dessus devant tout le monde. Une femme de ton âge n'a pas besoin d'autant d'espace. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Personne n'a bougé pour m'aider, tandis que je me baissais, tremblante, pour ramasser mes lunettes brisées. Certains invités détournèrent le regard, mal à l'aise. D'autres chuchotaient entre eux. Mais personne, absolument personne, n'osait défendre la pauvre vieille belle-mère qui venait d'être humiliée en public. Mon fils Ethan restait immobile, le regard fixé au sol comme si j'étais invisible. Tu n'es plus la bienvenue ici, a poursuivi Juliette en lissant sa robe de mariée immaculée. Ethan et moi avons besoin de notre intimité pour commencer notre nouvelle vie. Ton appartement serait parfait pour nous, pendant que nous cherchons quelque chose de mieux. Ces mots étaient du pur venin. Pendant des mois, j'avais enduré ces remarques condescendantes sur mes vêtements usés, ma vieille voiture, ma vie simple. Mais là, elle avait franchi une limite qu'on ne devrait jamais toucher. Je me suis relevée lentement, sentant tous les regards sur moi comme des dagues acérées. Des larmes coulèrent sur mon visage, mais au fond, quelque chose avait changé à jamais. Cette gifle n'était pas seulement un coup physique, c'était la goutte d'eau. Pendant des années, j'avais gardé un profil bas, vivant avec humilité et discrétion. J'avais des secrets que personne, pas même mon propre fils, ne connaissait. Des souvenirs des derniers mois ont commencé à assaillir mon esprit, tandis que je marchais lentement vers la sortie. Je me suis rappelé la première fois que Juliette était venue dans mon appartement il y a 2 ans. Son visage s'était assombri quand elle avait vu mon logement modeste, mes vieux meubles, ma petite cuisine. Sérieusement, c'est ici que vit la mère d'Ethan? Avait-elle demandé, la voix juste assez forte pour que je l'entende. À partir de ce moment-là, chaque visite avait été une torture silencieuse. Aurora, tu devrais déménager dans plus petit, m'avait-elle dit il y a 3 mois lors d'un dîner de famille. À ton âge, tu ne peux pas entretenir un si grand appartement. Et puis, Ethan et moi pensons avoir des enfants bientôt. Il nous faudra plus d'espace. Son faux sourire ne trompait personne sauf mon fils, qui semblait perdre sa personnalité dès qu'elle parlait, comme une marionnette au bout d'un fil. Les humiliations avaient augmenté progressivement. D'abord, il y avait eu les commentaires sur mes vêtements. Aurora, tu n'as rien de plus moderne à te mettre? Puis c'était ma voiture. Cette voiture est tellement vieille, c'est dangereux que tu conduises ça. Ensuite, mon petit travail à temps partiel dans la boutique de fleurs du quartier. Je ne comprends pas pourquoi une femme de ton âge travaille encore au lieu de se reposer. Chaque phrase était une petite dague empoisonnée plantée dans mon estime de moi. Je m'appelle Aurora Hughes, j'ai 68 ans et toute ma vie, j'ai été une femme qui préfère la discrétion à l'ostentation. Je travaille dans une petite boutique de fleurs 3 jours par semaine. Je conduis une voiture de 10 ans. J'achète mes vêtements dans des magasins discount. Aux yeux du monde extérieur, surtout pour Juliette, je ne suis qu'une veuve de classe moyenne vivant avec un revenu fixe, mais c'est précisément l'image que j'ai soigneusement cultivée pendant des décennies. Ce que personne, parmi ceux qui me regardaient avec pitié, ne savait, c'est que ma vie avait été complètement différente avant la mort de mon mari. Mon mari, Robert, n'avait pas été l'employé de bureau que tout le monde croyait. Nous avions fait le choix conscient de vivre modestement, de garder notre vraie richesse secrète, de protéger l'intimité de notre famille d'une manière que je comprenais maintenant comme prophétique. En sortant de la salle de bal, les conversations des invités me suivaient comme un nuage toxique. Pauvre chose, elle a l'air si fragile, a chuchoté la tante de Juliette. La mariée a raison, cette femme n'est plus capable de s'occuper d'elle-même, a ajouté le cousin d'Ethan. Elle devrait être dans une maison de retraite, pas vivre seule. Un autre invité a commenté avec une fausse compassion. Chaque mot était comme de l'acide versé sur des plaies à vif. La fraîcheur de la climatisation contrastait brutalement avec la chaleur étouffante dans ma poitrine.
Mes mains tremblaient, tandis que je cherchais mon téléphone dans mon sac noir usé. Un sac que j'utilisais depuis 5 ans, non parce que je ne pouvais pas en acheter un autre, mais parce que j'avais appris à valoriser le pratique plutôt que l'apparence, chose que ma belle-fille ne comprendrait manifestement jamais. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur, un numéro que je n'avais pas utilisé depuis plus d'1 an parce que j'avais naïvement espéré qu'il ne serait jamais nécessaire. Carlos, c'est Aurora. J'ai besoin que tu viennes immédiatement au salon Royal Oaks. Oui, tout de suite. Apporte les documents dont tu sais. Il est temps qu'ils connaissent la vérité. Ma voix tremblait, mais une fermeté s'y trouvait, que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Vous êtes sûre, Madame Hughes? A demandé Carlos d'une voix professionnelle mais inquiète. Une fois qu'on fait ça, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai jeté un dernier regard vers la salle de bal où je voyais Juliette rire avec ses amis, probablement en leur racontant comment elle avait remis à sa place sa belle-mère inutile. Ethan était à ses côtés, souriant faiblement, sans le moindre remords pour ce qu'il venait de laisser se produire. Complètement sûr, ai-je répondu. 30 minutes, Carlos, pas plus. J'ai raccroché et je me suis dirigée vers ma voiture d'un pas déterminé. Pour la première fois depuis des années, j'allais laisser tomber le masque que j'avais utilisé pour protéger ma famille. Pour la première fois, ils allaient rencontrer la véritable Aurora Hughes. Et quand cela arriverait, quand la réalité frapperait leur monde parfait et factice, ils comprendraient le vrai sens du mot regret. Le parking était silencieux, éclairé par des lampadaires qui projetaient de longues ombres entre les voitures. Je me suis assise dans ma vieille berline et j'ai attendu 30 minutes que leur vie change pour toujours. 30 minutes avant qu'ils découvrent qu'ils avaient commis la plus grande erreur de leur vie, en humiliant la femme qui, en secret, s'occupait d'eux bien plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Pendant que j'attendais dans la voiture, des souvenirs de la manière dont j'en étais arrivée là ont commencé à déferler dans mon esprit comme une avalanche impossible à arrêter. Tout avait commencé exactement 2 ans et demi auparavant, quand Ethan était venu à mon appartement avec ce sourire nerveux que je connaissais si bien depuis son enfance. « Maman, je veux que tu rencontres quelqu'un de très spécial », m'avait-il dit. Et elle était là, Juliette, avec ses cheveux parfaitement coiffés, ses vêtements de créateur, et ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dès la première seconde, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La façon dont elle regardait mon appartement, évaluant chaque coin avec un mépris à peine voilé, m'a tout dit sur ses intentions. Comme c'est cosy, avait-elle murmuré en observant mes meubles d'occasion et mes rideaux délavés. Son ton disait l'inverse. Ethan, totalement aveuglé par ce qu'il croyait être de l'amour, ne remarquait pas la condescendance dans sa voix. Ce premier dîner avait été un désastre silencieux. Juliette avait à peine touché au repas que j'avais préparé avec amour, prétendant qu'elle surveillait sa ligne. Quand je lui ai demandé des nouvelles de sa famille, elle a répondu de façon évasive, non sans me questionner sur ma situation financière, avec une curiosité qui m'a alarmée. « Et comment vous faites avec une pension de veuve, Aurora? Ça doit être difficile de s'en sortir avec si peu d'argent, » avait-elle dit avec une fausse sollicitude. Ce que Juliette ne savait pas, c'est que je l'observais autant qu'elle m'observait. Dans les mois suivants, j'ai commencé à remarquer des schémas qui m'ont mise en alerte. À chaque visite, elle commentait à quel point tout était dépassé, à quel point je méritais mieux pour mes années d'or. Mais ses yeux s'attardaient toujours sur les détails qui comptaient vraiment. L'emplacement de l'immeuble, la vue panoramique depuis mon balcon, la taille des pièces. Un jour, pendant qu'Ethan était aux toilettes, je l'ai entendu parler doucement au téléphone dans ma cuisine. « Oui, maman. L'appartement de sa mère est dans un quartier super cher. Si je peux la convaincre de déménager dans plus petit, on pourra rester ici jusqu'à ce qu'on ait notre propre logement. Elle est tellement naïve qu'elle nous remerciera sûrement de l'aider à faire la transition. » Ces mots m'ont transpercé comme une lame, mais j'ai gardé mon calme quand elle est revenue au salon, feignant l'innocence. À partir de ce moment-là, chaque interaction avec Juliette est devenue une représentation soigneusement orchestrée de part et d'autre. Elle jouait la belle-fille attentionnée, inquiète du bien-être de sa belle-mère,
tandis que je faisais semblant d'être la vieille femme vulnérable qui a besoin de conseils. Mais intérieurement, je recueillais des informations, j'observais ses manœuvres, je comprenais ses motivations réelles. C'était comme une partie d'échecs où nous pensions toutes les deux gagner. Les mois suivants ont apporté une escalade progressive de ces tentatives de manipulation. D'abord, il y a eu les suggestions subtiles. Aurora, j'ai vu de charmants appartements pour des personnes de votre âge, avec service tout compris et sans souci d'entretien. Puis sont venues les pressions plus directes. À votre âge, vous ne pouvez pas continuer à vivre seul. C'est dangereux. Et si vous tombiez et que personne ne vous trouvait pendant des jours? Chaque argument était conçu pour me faire me sentir incompétente et impuissante. Ethan, mon propre fils, a commencé à répéter les mêmes phrases comme un perroquet dressé. Maman, Juliette a raison. Peut-être que ce serait mieux pour toi de déménager dans quelque chose de plus facile à gérer. Le voir se transformer peu à peu en marionnette de cette femme était plus douloureux que n'importe quelle insulte directe. Le fils que j'avais élevé avec tant d'amour et de sacrifice me voyait désormais comme un obstacle à son bonheur. La campagne psychologique s'est intensifiée après l'annonce de leur fiançailles. Les visites devenaient plus fréquentes, mais aussi plus tendues. Juliette avait commencé à apporter des magazines immobiliers et des brochures de résidence pour seniors. Je fais juste des recherches pour toi, Aurora. Je veux m'assurer que tu aies la meilleure qualité de vie possible, disait-elle en étalant les documents sur ma table basse, comme s'il s'agissait d'une négociation d'affaires. Mais moi, je faisais mes propres recherches. Un après-midi, quand ils étaient ressortis pour des courses liées au mariage, j'ai décidé d'appeler une vieille amie qui travaillait dans l'immobilier. Amélia, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose pour moi. Il y a un couple très intéressé par mon appartement et je veux en savoir plus sur leur vraie situation financière. Ce que j'ai découvert m'a glacé jusqu'aux os. Juliette et Ethan étaient noyés sous les dettes. Le mariage qu'ils préparaient coûtait plus de 50 000 $, entièrement financé par des cartes de crédit et des prêts personnels. L'appartement qu'ils louaient était au bord de l'expulsion pour impayés. Les voitures de luxe qu'ils conduisaient étaient financées par des mensualités qu'ils ne pouvaient pas assumer. Leur style de vie était une façade construite sur une dette étouffante. Tout s'est mis à prendre sens. La précipitation à se marier, l'insistance pour que je déménage, les commentaires constants sur ma prétendue vulnérabilité économique. Ce n'était pas l'amour qui unissait ce couple, c'était le besoin désespéré de trouver une solution à leurs problèmes financiers. Et mon appartement, situé dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville, était leur bouée de sauvetage. La révélation m'a frappée comme une gifle à l'âme. Mon fils, le garçon que j'avais élevé avec des valeurs d'honnêteté et de travail, avait choisi la voie facile de la manipulation et du mensonge. Il avait laissé une femme ambitieuse le convaincre de voir sa propre mère comme une ressource à exploiter plutôt que comme une personne à aimer et à respecter. Dans les semaines qui ont précédé le mariage, leurs tentatives sont devenues plus agressives. Aurora, tu ne peux pas continuer à être aussi égoïste, m'avait dit Juliette 3 jours seulement avant la cérémonie. Ethan et moi avons tellement sacrifié pour ce mariage. Le minimum, c'est de nous aider pour le logement. Ces mots ne portaient même plus le masque de la fausse sollicitude. C'était une exigence directe, déguisée en service familial. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé Carlos, mon conseiller financier, et le seul homme en qui j'avais eu une confiance totale depuis la mort de Robert. Carlos, j'ai besoin que tu prépares des documents. Il est possible que je doive très bientôt révéler des informations que j'ai gardées secrètes pendant des années. Sa voix était devenue immédiatement grave. Madame Hughes, êtes-vous sûre que c'est le bon moment? M'avait-il averti avec la sagesse de quelqu'un qui gérait mes affaires depuis plus de 10 ans. Une fois ces informations publiques, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Les conséquences pourraient être dévastatrices pour les relations familiales. Mais j'avais déjà pris ma décision. La famille que j'avais essayé de protéger par mon silence avait choisi de me trahir. Et maintenant, assise dans ma voiture sur le parking de la salle de bal, attendant Carlos et les documents qui allaient tout bouleverser, je comprenais que l'heure de vérité était arrivée.
Encore 25 minutes, et Juliette, Ethan et tous ces invités qui m'avaient regardé avec pitié allèrent découvrir qui était réellement Aurora Hughes. Encore 25 minutes, et leur monde parfait, bâti sur des mensonges et l'avidité, s'effondrerait comme des châteaux de sable. La brise nocturne faisait frémir les feuilles des arbres autour du parking, créant des ombres dansantes sous les lampes. Il y avait quelque chose d'étrangement poétique à ce que, par une si belle nuit, tant d'illusions soient sur le point de mourir pour toujours. 20 minutes s'étaient écoulées depuis mon appel à Carlos, et chaque seconde semblait une éternité. Depuis ma voiture, je voyais les lumières dorées de la salle de bal. J'entendais la musique joyeuse et les rires s'échapper par les fenêtres ouvertes. C'était surréaliste de penser que, dans quelques minutes, cette célébration tournerait au cauchemar pour les principaux acteurs. J'ai fermé les yeux et laissé les souvenirs les plus douloureux des derniers mois m'envahir. Je devais me rappeler exactement pourquoi j'étais arrivée à ce point de non-retour. La plus grande humiliation avait eu lieu 2 semaines avant le mariage, lors de ce que Juliette avait appelé une réunion familiale importante. Elle était arrivée chez moi, accompagnée non seulement d'Ethan, mais aussi de ses parents, une embuscade parfaitement planifiée. Aurora, nous voulons te parler de ton avenir, avait commencé la mère de Juliette, une femme hautaine qui me regardait comme si j'étais un insecte gênant. Nous pensons qu'il est temps que tu prennes des décisions responsables concernant ta vie, avait continué le père de Juliette, un homme massif qui avait inspecté mon appartement avec les yeux d'un expert évaluant un bien. À ton âge, vivre seul dans un endroit aussi grand n'est pas seulement inutile, c'est dangereux. Et si tu avais une urgence médicale et que personne ne s'en rendait compte pendant des jours? Leurs mots étaient clés répétés, trop parfaits pour être spontanés. Ethan était resté silencieux tout au long de la conversation, hochant parfois la tête comme une marionnette bien dressée. Le voir là, assis à côté d'une famille qui me traitait comme un obstacle, c'était comme regarder le soleil que j'avais élevé mourir sous mes yeux. Maman, avait-il fini par dire d'une voix que je ne reconnaissais plus. Ils ont raison. Juliette et moi en avons parlé, et nous pensons que ce serait mieux pour tout le monde que tu déménages dans un endroit plus adapté à ton âge. Plus adapté à mon âge, ai-je répété, sentant la colère bouillonner en moi. Et qui décide de ce qui est adapté pour moi? Arrête-toi, a répondu la mère de Juliette en échangeant un regard complice avec son mari, comme si mes mots confirmaient quelque chose qu'ils avaient déjà discuté. Aurora, nous comprenons que ce soit difficile à accepter, mais tu dois penser à ce qui est le mieux pour Ethan et Juliette. Ce qui est le mieux pour eux, ai-je murmuré, commençant à saisir l'ampleur réelle de la conspiration tissée dans mon dos. Et je suppose que mon appartement serait parfait pour qu'ils commencent leur vie de jeunes mariés, n'est-ce pas? Le silence gêné qui a suivi a été toute la réponse dont j'avais besoin. Ils avaient pu planifier chaque détail de cette conversation, chaque argument, chaque pression psychologique. Juliette a pris le contrôle à ce moment-là, déployant tout son arsenal de manipulation émotionnelle. Aurora, ce n'est pas seulement une question d'appartement, c'est ton bien-être. Nous avons fait des recherches et nous avons trouvé une résidence formidable pour des personnes de ton âge. Il y a des services médicaux 24 heures sur 24, des activités sociales, des repas préparés. Tu pourrais te faire des amis qui comprennent ce que tu traverses. Son faux sourire me donnait la nausée. Ce que je traverse? Ai-je demandé en feignant la confusion. Et qu'est-ce que tu crois exactement que je traverse, Juliette? Elle a regardé Ethan pour y trouver un soutien avant de répondre. Eh bien, la solitude, l'incertitude financière, la peur de ne pas pouvoir prendre soin de toi. C'est normal à ton âge, Aurora. Tu n'as pas à avoir honte d'avoir besoin d'aide. L'audace de cette femme de 28 ans me disant ce qui était normal à mon âge m'a laissé sans voix un instant. Puis j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a glacée. La certitude absolue qu'elle avait un droit sur ma vie, mon foyer, mes décisions. Pour elle, je n'étais plus une personne autonome, mais un obstacle à éliminer avec le moins de résistance possible. Nous avons fait les calculs, a repris le père de Juliette, sortant un dossier qu'ils avaient clairement préparé à l'avance. Le coût de la résidence serait d'environ 2 500 $ par mois.
Avec la vente de ton appartement, tu aurais assez d'argent pour couvrir cela pendant de nombreuses années et il en resterait même un peu pour aider Ethan et Juliette avec leurs dépenses de début de mariage. Voilà la vérité nue. Ce n'était pas mon bien-être ni ma sécurité. C'était l'argent. C'était transformer ma maison en liquidité pour financer leur mode de vie insoutenable. Et si je refuse? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Aurora, a dit Ethan, la voix répétée. Nous espérons qu'il ne sera pas nécessaire de prendre des mesures plus drastiques. Mais si ta santé mentale se détériore au point que tu ne peux plus prendre de décisions rationnelles, la menace implicite était limpide. Si je ne coopérais pas volontairement, ils chercheraient des moyens légaux de me faire déclarer inapte. Ils avaient fait leurs recherches, ils avaient planifié, ils avaient préparé le terrain pour prendre tout ce que je possédais par la force si nécessaire. Le fils que j'avais élevé avec tant d'amour était assis là, laissant des étrangers menacer sa propre mère. Cette nuit-là, après leur départ et mon refus ferme, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années, non pas de tristesse, mais pour la mort définitive des illusions que j'avais entretenues au sujet de ma famille. J'avais appelé Carlos immédiatement. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose d'urgence, lui avais-je dit en larmes. Je veux savoir exactement quelle est la vraie situation financière de mon fils et de sa fiancée. Tout. Dettes, revenus, engagements, tout. Les résultats de cette enquête avaient été dévastateurs. Ethan gagnait 45 000 dollars par an comme responsable des ventes, mais avait plus de 80 000 dollars de dettes sur carte de crédit. Juliette travaillait à temps partiel comme consultante en images, gagnant à peine 4 000 dollars par an, mais dépensait comme si elle avait un salaire de cadre. Ensemble, ils devaient plus de 120 000 dollars, sans compter les prêts contractés pour le mariage. Leur appartement à 2 000 dollars par mois avait 3 mois de retard de paiement. Leur voiture était financée par des mensualités qui engloutissaient 60% de leurs revenus combinés. Leur principale carte de crédit était plafonnée et ils avaient y commencé à faire des avances de cash pour payer d'autres dettes. Ils étaient en chute libre financière et mon appartement représentait leur seul espoir de salut. Mais il y avait autre chose dans le rapport de Carlos qui m'avait brisé le cœur. Depuis 6 mois, Ethan appelait régulièrement des banques et des compagnies d'assurance pour se renseigner sur des prêts garantis par le bien immobilier de sa mère âgée. Il demandait des informations sur les procédures légales pour obtenir une procuration financière sur des personnes âgées. Mon propre fils planifiait ma dépossession systématique depuis des mois. La révélation la plus douloureuse se trouvait à la fin du rapport. Selon un enquêteur privé engagé par Carlos, Juliette disait à ses amis qu'elle s'était sacrifiée en se fiançant à un homme plus âgé et moins séduisant parce que sa mère possédait des biens de valeur et n'avait pas d'autres héritiers compétitifs. Pour elle, épouser Ethan n'était pas de l'amour. C'était un investissement stratégique dans mon patrimoine. Cette révélation a été la goutte d'eau. Pendant des semaines, j'avais envisagé de leur révéler simplement ma véritable situation financière, pensant que le choc pourrait les faire reconsidérer leur comportement. Mais après avoir lu ce rapport, j'ai compris que ce n'était pas une question d'argent ou de désespoir. C'était une avidité pure, calculée, qui avait corrompu mon fils jusqu'à le rendre méconnaissable. Les jours précédant le mariage avaient été une torture. Chaque appel d'Ethan était une nouvelle pression pour que je change d'avis. Chaque visite de Juliette contenait des remarques venimeuses sur mon entêtement et mon égoïsme. Ils avaient commencé à me traiter comme si j'étais déjà une vieille femme sénile dont l'opinion n'avait aucune importance. La veille du mariage, Ethan avait tenté une dernière fois. Maman, demain est le jour le plus important de ma vie. S'il te plaît, ne le gâche pas en étant difficile. Juliette veut juste ce qu'il y a de mieux pour nous tous. Ces mots avaient été la confirmation finale que j'avais perdu mon fils pour toujours. L'homme qui se mariait le lendemain n'était plus le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour et de sacrifice. Et maintenant, assise dans ma voiture en attendant Carlos, je comprenais que tout avait mené à cet instant inévitable. Ce n'était pas une question de vengeance ni de cruauté. C'était une question de justice. C'était montrer les conséquences de leurs actes. C'était leur apprendre que certaines limites ne doivent jamais être franchies. Encore 15 minutes et tout changerait pour toujours.
Mes mains tremblaient lorsque j'ai composé le numéro de Joseph, mon voisin de l'appartement d'à côté, un homme de 70 ans qui avait été un témoin silencieux de toutes les visites tendues de ces derniers mois. Joseph, c'est Aurora. J'ai besoin de te demander une faveur très importante, ai-je dit d'une voix tremblante. Peux-tu aller chez moi et m'apporter le dossier brun du deuxième tiroir de mon bureau? Oui, tout de suite, c'est urgent. Joseph avait été comme un frère pour moi depuis la mort de Robert, et je savais que je pouvais lui faire confiance sans qu'il pose de questions. Pendant que j'attendais, je me suis rappelé la conversation que j'avais eue avec Joseph une semaine plus tôt. Depuis son balcon, il avait vu Juliette arriver avec un expert immobilier sans m'en avertir. Aurora, cette fille, a amené un homme avec une mallette qui mesurait ton appartement depuis l'extérieur, m'avait-il dit avec une inquiétude évidente. Quand ils m'ont vu, ils sont partis vite. Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Joseph avait été le premier à remarquer les changements subtils dans le comportement d'Ethan. Ton fils ne me salue plus comme avant, avait-il observé. Avant, il restait discuter quand il venait. Maintenant, il entre et sort comme s'il avait honte de quelque chose. Ces mots avaient confirmé ce que mon cœur savait déjà. J'avais perdu mon fils bien avant la gifle de cette nuit-là. Le dossier que j'avais demandé à Joseph contenait des documents que personne dans ma famille n'avait jamais vus. Certificats bancaires, titres de propriété, relevés d'investissement que Robert et moi avions gardés secrets pendant des décennies. Des documents prouvant que la pauvre veuve, vivant d'une modeste pension, était en réalité une femme ayant assez de ressources pour changer des vies par une seule décision. 10 minutes plus tard, Joseph est apparu sur le parking avec le dossier à la main. Aurora, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air très bouleversée, a-t-il demandé en me tendant les documents. Je lui ai expliqué brièvement ce qui s'était passé dans la salle de bal, et j'ai vu son visage se durcir à chaque détail. Cette femme est une vipère, a-t-il marmonné. Je l'ai toujours su. Joseph, dans quelques minutes, un homme nommé Carlos va arriver. Quand tu le verras, dis-lui que je l'attends ici, ai-je demandé. Et Joseph, après ce soir, beaucoup de choses vont changer. Je veux que tu saches que tu as toujours été comme de la famille pour moi. Ses yeux se sont remplis de larmes tandis qu'il hochait la tête. Tu es de la famille pour moi aussi, Aurora. Fais ce que tu as à faire. Quand Joseph est reparti, j'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à examiner des documents que je n'avais pas regardés depuis des mois. Le premier était un relevé bancaire montrant un solde de 5 400 000 sur un compte d'investissement. Le deuxième était le titre de propriété d'un immeuble de bureau en centre-ville, générant un loyer mensuel de 50 000. Le troisième était l'acte d'une maison de plage achetée comme investissement 10 ans plus tôt. Robert était un génie de l'investissement, ayant commencé avec une petite entreprise d'importation et l'ayant transformée en empire discret. Ensemble, nous avions décidé de vivre modestement pour protéger notre intimité et la sécurité de notre famille. La richesse visible attire les problèmes, disait Robert. La richesse invisible te donne du pouvoir. Je n'avais jamais imaginé devoir utiliser ce pouvoir contre mon propre fils. Chaque document dans ce dossier représentait des années de travail acharné et de décisions intelligentes. La boutique de fleurs où je travaillais 3 jours par semaine n'était pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'aimais rester active et connectée à la communauté. La vieille voiture que je conduisais n'était pas due à des limites économiques, mais parce que j'avais appris que l'ostentation inutile n'apporte que des problèmes. Mon appartement, celui que Juliette convoitait tant, était en réalité le bien le moins précieux de mon portefeuille. Je l'avais acheté, non pour sa valeur financière, mais pour les souvenirs qu'il contenait. C'est là que Robert et moi avions vécu nos dernières années ensemble, là que nous avions planifié notre avenir, là qu'il était mort dans mes bras après un combat courageux contre le cancer. Mais il y avait autre chose dans ce dossier qui allait tout changer pour Ethan et Juliette. Depuis 3 ans, depuis que mon fils avait commencé à avoir des problèmes financiers, je payais en secret une grande partie de ses dettes. Les paiements de cartes de crédit, qu'il croyait venir d'une prime au travail, sortaient en réalité de mon compte. La réduction spéciale sur son loyer qu'il pensait avoir négociée avec son propriétaire était de l'argent que je lui transférais chaque mois.
Sans qu'Ethan le sache, je subventionnais son mode de vie irresponsable depuis des années. L'appartement luxueux où il vivait, la voiture qu'il conduisait, même une partie des dépenses du mariage qui se déroulait à cet instant même avaient été rendues possibles par mon soutien financier secret. Je pensais aider mon fils à traverser une période difficile sans comprendre que je finançais sa transformation en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Les relevés bancaires montraient des virements mensuels totalisant 4 500 qui maintenaient à flot le navire en train de couler de la vie financière d'Ethan. De l'argent qu'il croyait provenir de primes ou de remboursements d'impôts, alors qu'en réalité, c'était sa mère qui tentait désespérément de le protéger des conséquences de ses décisions irresponsables. L'ironie était dévastatrice. Tandis que Juliette m'humiliait en me traitant de fardeau économique pour leur futur mariage, j'étais littéralement la seule raison pour laquelle ils pouvaient se permettre ce mariage. Tandis qu'ils planifiaient de me dépouiller de mon appartement pour résoudre leurs problèmes financiers, je résolvais ces problèmes en secret depuis des années. J'ai refermé le dossier et j'ai regardé une fois de plus vers la salle de bal. Les lumières brillaient toujours. La musique jouait toujours. Les invités célébraient toujours. Mais dans moins de 5 minutes, Carlos arriverait avec les derniers documents dont j'avais besoin. Dans moins de 5 minutes, le processus de couper définitivement tous les fils financiers que j'avais utilisés pour protéger un fils qui avait choisi de me trahir commencerait. Ce n'est pas une vengeance, me suis-je rappelé. C'est la justice. Il s'agit de leur apprendre que les actes ont des conséquences, que l'avidité a un prix, que la famille n'est pas quelque chose qu'on vend pour un confort économique. J'avais protégé Ethan de la réalité trop longtemps, et cette protection l'avait corrompu jusqu'à le rendre méconnaissable. Les phares d'une voiture ont éclairé le parking, projetant une lumière blanche qui m'a momentanément aveuglé. C'était Carlos, ponctuel comme toujours, arrivant avec les documents qui changeraient tout pour toujours. Je suis sortie de ma voiture et j'ai marché vers lui, sentant que chaque pas m'éloignait de l'Aurora que j'avais été et me rapprochait de la femme que je devais devenir. Madame Hughes, a dit Carlos en sortant, une mallette juridique sous le bras. Êtes-vous complètement sûre de ça? Une fois que nous entrerons là-dedans, il n'y aura aucun moyen d'annuler ce qui va se passer. J'ai regardé une dernière fois vers la salle de bal, où mon fils et sa nouvelle épouse célébraient probablement encore leur victoire sur la vieille femme inutile qu'ils venaient d'humilier. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de ma vie, Carlos. Il est temps qu'il rencontre la véritable Aurora Hughes. Carlos a ouvert son dossier sous la lumière du parking et a commencé à me montrer les documents qu'il avait préparés avec son efficacité habituelle. Madame Hughes, voici l'ordre de suspension immédiate de tous les virements bancaires que vous effectuiez au nom d'Ethan Hughes, a-t-il dit en pointant le premier papier. Et voici l'avis d'annulation de la garantie de bail que vous aviez apporté confidentiellement. Le propriétaire recevra ce document demain matin. J'ai pris les papiers avec des mains tremblantes mais déterminées. Chaque document représentait un fil que j'avais tissé pendant des années pour protéger mon fils. Et maintenant, je coupais ses fils un par un. Et le paiement pour la salle? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Annulé, a confirmé Carlos. L'acompte que vous aviez garanti sera retiré ce soir. Ils auront jusqu'à demain pour trouver un autre moyen de paiement. L'ampleur de ce que j'allais faire m'a frappé comme une vague glacée. Pendant 3 ans, j'avais été le filet de sécurité invisible qui avait maintenu la vie d'Ethan et Juliette à flot. L'appartement où ils vivaient, la voiture qu'ils conduisaient, même le mariage en cours avaient été rendus possibles par mon soutien financier secret. Et maintenant, en une seule nuit, j'allais retirer ce soutien, définitivement. Carlos, je veux que tu comprennes quelque chose, lui ai-je dit en signant chaque document avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce n'est pas de la cruauté ni de la vengeance, c'est la seule manière pour eux d'apprendre la vraie valeur des choses. Trop longtemps, je les ai protégés des conséquences de leurs actes, et cette protection les a corrompus en des personnes que je ne reconnais plus. Je comprends parfaitement, Madame Hughes, a répondu Carlos avec un respect sincère dans la voix.
En 30 ans de conseils financiers, j'ai vu beaucoup de familles détruites par l'avidité et l'ingratitude. Ce que vous faites demande plus de courage que la plupart des gens n'en possèdent. Ces mots m'ont donné la force finale dont j'avais besoin pour franchir le dernier pas. Nous avons marché ensemble vers l'entrée de la salle de bal, et à chaque pas, je sentais mon cœur battre plus vite. Ce n'était pas de la nervosité, c'était un mélange étrange de tristesse pour ce que j'avais perdu, et d'anticipation pour ce que j'allais retrouver. Ma dignité, mon respect de moi-même, mon droit d'être traité comme un être humain et non comme une ressource à exploiter. La musique s'est arrêtée brutalement quand nous sommes entrés. 130 paires d'yeux se sont tournés vers nous, et j'ai vu la confusion sur les visages des invités. Certains ont reconnu Carlos immédiatement. Après tout, il avait géré les affaires financières de plusieurs familles influentes de la ville pendant des décennies. Sa présence à un événement social signifiait généralement qu'il allait se passer quelque chose d'important. Juliette a été la première à réagir. « Qu'est-ce que tu fais ici, Aurora ?» m'a-t-elle crié depuis le centre de la piste de danse où elle posait pour des photos avec Ethan. Tu es déjà partie une fois. Ce n'était pas assez de drame pour une seule nuit? Sa voix portait cette arrogance que je connaissais si bien, mais j'y décelais une note de nervosité qui n'y était pas avant. Mesdames et messieurs, a dit Carlos d'une voix claire et professionnelle. Je m'excuse d'interrompre cette célébration, mais j'ai des affaires juridiques urgentes à discuter avec Monsieur Ethan Hughes et Madame Juliette Dawson. Le silence qui a suivi était si profond qu'on entendait le bourdonnement de la climatisation. Certains invités ont commencé à sortir leur téléphone, sentant qu'ils allaient assister à quelque chose d'extraordinaire. Ethan s'est approché lentement, le visage pâle, les yeux remplis de confusion. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» m'a-t-il demandé d'une voix qui ne sonnait plus aussi assurée que quelques minutes plus tôt. Qui est cet homme et pourquoi parle-t-il de choses juridiques? Je voyais ses mains trembler légèrement tandis qu'il ajustait sa cravate, un geste nerveux qu'il avait depuis l'enfance. Ethan, ai-je dit d'une voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Voici Carlos Jones, mon conseiller financier et juridique. Il est venu te remettre des documents que je pense que tu trouveras très éclairants. Carlos a ouvert son dossier et a sorti le premier document. Monsieur Ethan Hughes, vous êtes par la présente informé que la garantie financière que votre mère avait fournie pour votre bail a été annulée immédiatement. Votre propriétaire sera informé demain matin et vous aurez 30 jours pour trouver un nouveau garant ou quitter les lieux. Toute la couleur a disparu du visage d'Ethan. Garantie financière, a-t-il murmuré en me regardant avec des yeux où montaient la compréhension et l'horreur. Maman, de quoi parle-t-il? Mais je voyais à son expression qu'une part de lui savait déjà. Depuis des années, il soupçonnait que sa chance financière n'était pas entièrement naturelle, mais il avait choisi de ne pas poser de questions parce que les réponses auraient pu être inconfortables. De plus, a poursuivi Carlos sans relâche, les virements mensuels de 4 500 $ que votre mère effectuait vers vos comptes personnels ont été suspendus définitivement. Cela inclut le paiement des cartes de crédit, l'assurance automobile et diverses autres dépenses que vous pensiez couvertes par d'autres sources. Juliette a poussé un cri étouffé qui a résonné dans toute la salle. « C'est impossible !» s'est-elle exclamée en se précipitant vers nous, sa robe traînant sur le sol. Ethan n'a pas une mère riche. Regardez comment elle vit, regardez ses vêtements, sa voiture. C'est une vieille femme vivant avec une pension misérable. Son hystérie était évidente, et plusieurs invités ont commencé à murmurer avec une fascination grandissante. « Enfin, a dit Carlos en sortant le dernier document. Le paiement garanti pour cette célébration a également été annulé. La direction de la salle aura le droit d'exiger le paiement intégral avant que les invités ne puissent partir ce soir. » Ces mots sont tombés sur la salle comme une bombe et j'ai vu certains invités se déplacer nerveusement vers les sorties. La réalisation a frappé Ethan comme un marteau. « Toi » a-t-il murmuré en me regardant avec des yeux qui n'arrivaient pas à traiter ce qu'ils entendaient. « Tout ce temps, c'est toi qui payais tout. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et pendant une seconde, j'ai revu le petit garçon qu'il avait été, vulnérable et perdu. Depuis 3 ans, Ethan,
ai-je confirmé d'une voix étrangement calme après la tempête émotionnelle que je traversais. 3 ans où j'ai cru t'aider à traverser une période difficile. 3 ans où j'ai cru que tu te relèverais et deviendrais l'homme que j'ai élevé. 3 ans où j'ai espéré que tu te souviendrais des valeurs que je t'ai apprises. Juliette s'est mise à tourner en rond, se tenant la tête avec un désespoir grandissant. Ça ne peut pas arriver, ce n'est pas réel, hurlait-elle tandis que les invités la regardaient avec un mélange d'horreur et de curiosité morbide. Tu es une pauvre vieille femme, tu travailles dans une boutique de fleurs, tu conduis une voiture de 10 ans, tu ne peux pas avoir d'argent. Les apparences sont trompeuses, Juliette, ai-je dit enfin, sentant des décennies de mise en scène soigneusement entretenues toucher à leur fin. Pendant des années, j'ai choisi de vivre simplement parce que mon mari et moi pensions que la richesse visible attire les problèmes. Il s'avère que nous avions raison. C'est juste que les problèmes sont venus de là où nous nous y attendions le moins. La musique s'était totalement arrêtée, et le seul son dans la salle était la respiration agitée des jeunes mariés et le murmure grandissant des invités qui comprenaient qu'ils assistaient à quelque chose de totalement inattendu. Certains filmaient déjà, instinctivement conscients que cette histoire deviendrait une légende urbaine. « Maman », a dit Ethan, la voix brisée, « s'il te plaît, il doit y avoir un moyen d'arranger ça. Le mariage, les invités, tout. » Mais je voyais dans ses yeux qu'il commençait enfin à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait perdu, pas seulement l'argent ou l'aide financière. Il avait perdu sa mère, la femme qu'il avait aimée inconditionnellement pendant 35 ans. Le seul moyen d'arranger ça, Ethan, ai-je répondu, c'était de ne pas le briser dès le départ. Le silence dans la salle est devenu assourdissant. 130 invités retenaient leur souffle en assimilant ce qu'ils venaient d'entendre. Juliette est restée immobile pour la première fois de la soirée, les yeux passant de Carlos au document puis à mon visage, comme si elle cherchait une fissure dans la réalité qui s'effondrait autour d'elle. Ethan me fixait, avec une expression que je n'oublierai jamais, mélange de choc, de compréhension tardive et d'horreur absolue. « Madame Hughes », a dit Carlos d'une voix assez forte pour que tout le monde entende. « Souhaitez-vous que je lise les détails financiers complets ?» Sa question est restée suspendue dans l'air comme une épée au-dessus des têtes des jeunes mariés. J'ai vu plusieurs invités se rapprocher, fascinés par le drame qui se déroulait. « Je vous en prie, Carlos », ai-je répondu avec une sérénité que je ne me connaissais pas. Je pense que tout le monde mérite de connaître toute la vérité. Juliette a tenté d'interrompre par un cri désespéré, mais Carlos a levé la main et a continué avec la précision d'un chirurgien. Au cours des 36 derniers mois, a-t-il commencé en consultant ses documents, Madame Aurora Hughes a transféré un total de 162 000 $ pour couvrir les dépenses de vie de son fils, Ethan Hughes, et de sa fiancée. Cela inclut 48 000 $ de loyer, 44 000 $ de paiement de carte de crédit, 18 000 $ d'assurance véhicule et 22 000 $ de dépenses diverses. Un murmure collectif a parcouru la salle. Certains invités ont échangé des regards stupéfaits. D'autres ont sorti des calculatrices sur leur téléphone pour vérifier les chiffres. La mère de Juliette, restée assise à la table d'honneur, s'est levée lentement, le visage livide. De plus, a poursuivi Carlos implacablement, Madame Hugues a personnellement garanti le coût total de cette célébration, incluant la salle, le repas, la musique, les fleurs et la photographie, pour un montant de 53 000 $, somme qui, comme je l'ai mentionné, n'est plus disponible. Juliette a fini par retrouver sa voix, mais ce qui en est sorti ressemblait davantage à un hurlement qu'à des mots. « C'est impossible, c'est un mensonge. Personne ne peut avoir autant d'argent et vivre comme une mendiante. » Elle s'est tournée vers les invités comme pour chercher un soutien, mais elle n'a trouvé que des visages fascinés, et certains clairement amusés par son désespoir. « Ma chère Juliette », ai-je dit d'un calme qui contrastait violemment avec son hystérie. « Tu viens d'apprendre une leçon très précieuse sur le fait de juger les gens sur les apparences. Pendant des années, j'ai choisi de vivre simplement parce que mon mari, Robert, et moi valorisions la vie privée au-dessus de l'ostentation. Cela s'est révélé être une décision très sage.
Ethan a enfin réagi, s'approchant de moi à pas hésitant. Maman, s'il te plaît, il doit y avoir une explication. Il doit y avoir un moyen de résoudre ça. Tu ne peux pas, tu ne peux pas détruire ma vie comme ça. Sa voix s'est brisée, et pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de douleur maternelle qui a failli me faire vaciller. Détruire ta vie? Ai-je répété, sentant la colère remonter. Je détruis ta vie. N'est-ce pas ta femme qui m'a giflé devant 130 personnes? N'est-ce pas toi qui es resté là, sans dire un mot, pendant que j'étais humiliée? N'est-ce pas toi qui as planifié de me dépouiller de ma maison? La vérité de mes mots a résonné dans la salle comme des cloches d'église. Plusieurs invités ont hoché la tête, se rappelant clairement la scène qui avait déclenché tout ce drame. Certains avaient même des vidéos de la gifle, preuve numérique de la cruauté qui avait provoqué cette révélation. Mais ce n'était pas pareil, a marmonné Ethan sans conviction. On ne savait pas, on ne comprenait pas, on pensait vraiment que tu avais besoin d'aide. Ses excuses sonnaient pathétiques, même à ses propres oreilles, et j'ai vu des regards de mépris s'échanger parmi les invités. Vous ne saviez pas? Ai-je demandé, la voix s'élevant pour la première fois. Vous ne saviez pas que vous prépariez une embuscade familiale pour me pousser à vendre ma maison. Vous ne saviez pas que vous aviez amené un expert immobilier sans mon accord. Vous ne saviez pas que vous vous renseigniez sur des moyens légaux de me faire déclarer inapte si je ne coopérais pas. À chaque question, la posture d'Ethan se rétrécissait. Carlos a profité de l'instant pour sortir un autre document. Monsieur Hughes, je dois également vous informer que votre mère a décidé de modifier son testament. Tous les actifs qui devaient vous revenir ont été redirigés vers des associations dédiées à la protection des seniors contre les abus familiaux. L'effet de cette déclaration a été comme une explosion silencieuse. Juliette a vacillé en arrière, comme si elle avait été frappée. « Tu ne peux pas faire ça !» a-t-elle hurlé, son masque de contrôle s'effondrant complètement. « Nous sommes ta famille. Ethan est ton fils unique. Tu ne peux pas le déshériter pour une dispute stupide. » « Une dispute stupide ?» ai-je répété en laissant les mots flotter dans l'air tendu. « C'est comme ça que tu appelles une conspiration familiale visant à dépouiller une vieille femme de sa maison. C'est comme ça que tu justifies de gifler la mère de ton mari le jour de ton mariage ?» Ma voix était devenue glaciale, et j'ai vu certains invités tressaillir. Le père de Juliette, resté silencieux jusque-là, s'est approché avec une panique mal dissimulée. « Madame Hughes, je pense que nous sommes tous un peu bouleversés par les émotions de la journée. Peut-être pourrions-nous en discuter en privé quand tout se sera calmé. » Son ton était celui d'un homme qui venait de comprendre qu'il avait misé sur le mauvais cheval. « Il n'y a rien à discuter en privé. » ai-je répondu fermement. Tout ce que j'avais à dire a été dit ici, devant les mêmes personnes qui ont assisté à mon humiliation. Vous avez choisi de rendre cela public, alors ma réponse sera publique. Les têtes des invités allaient de l'un à l'autre comme à un match de tennis, absorbés par chaque échange. Carlos a refermé son dossier d'un claquement sec qui a résonné dans toute la salle. Madame Hughes, tous les documents ont été remis et expliqués. Les effets juridiques commencent immédiatement. Il s'est tourné vers Ethan et Juliette avec une expression professionnelle, non sans une certaine satisfaction. Je vous suggère de contacter vos propres conseillers juridiques et financiers au plus vite. Juliette s'est effondrée. Elle s'est littéralement laissée tomber sur une chaise proche et s'est mise à pleurer de sanglots incontrôlables qui résonnaient dans la salle. « Tout est ruiné », a-t-elle murmuré à travers ses larmes. « Tout ce qu'on a prévu, tout ce pour quoi on a travaillé. C'est détruit. » Sa robe de mariée, autrefois impeccable, était maintenant froissée et tachée de larmes. « Non », ai-je dit en m'approchant d'elle pour la première fois depuis la gifle. « Ce qui est détruit, ce sont les mensonges, l'avidité et le manque de respect. Ce qui est détruit, c'est l'illusion qu'on peut traiter les gens comme des objets sans conséquence. » Je me suis arrêtée devant elle, l'obligeant à lever les yeux. Voilà ce qui arrive quand on confond la gentillesse avec la faiblesse. Ethan a rejoint sa femme et a posé une main tremblante sur son épaule. « Juliette, on doit trouver une solution. Il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire. » Mais même en parlant, je voyais dans ses yeux qu'il savait que c'était trop tard.
Certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent pas. Il y a une manière d'arranger cela, Ethan, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux pour la première fois depuis des mois, sans ressentir cette douleur paralysante. Tu peux apprendre, tu peux grandir, tu peux redevenir les personnes que j'espérais que vous seriez avant que l'avidité ne vous corrompe. Ma voix s'est adoucie légèrement car malgré tout, il restait mon fils. Mais cette croissance devra se faire sans mon aide financière, sans mon appartement et sans mon héritage. Vous devrez le faire à la dure, comme tout le monde. La salle est restée dans un silence absolu, chacun comprenant qu'il assistait à la fin définitive d'un lien familial. Carlos et moi avons pris la direction de la sortie, laissant derrière nous une salle remplie d'invités choqués et un couple de jeunes mariés dont le monde parfait s'était effondré en moins de 30 minutes. Alors que nous marchions vers la sortie, le silence a été brisé par une voix que je ne m'attendais pas à entendre. « Attends, Aurora !» C'était Lucie, la jeune sœur d'Ethan, qui avait été assise au fond pendant toute la confrontation. Elle a couru vers nous, les yeux pleins de larmes et le visage marqué par l'horreur. « Tante Aurora !» a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Je ne savais rien. Je te jure qu'Ethan ne m'a jamais parlé de ce qu'il préparait contre toi. Si j'avais su ce qu'ils allaient te faire, j'aurais essayé de les arrêter. » Lucie avait toujours été ma nièce préférée, une jeune femme de 29 ans, institutrice, qui avait gardé une relation proche avec moi même après qu'Ethan s'était éloigné. Je me suis arrêtée et je l'ai regardée, voyant dans ses yeux la même honnêteté que je lui connaissais depuis l'enfance. « Je sais, Lucie, » ai-je dit doucement en posant une main sur sa joue. « Tu as toujours été différente. Tu n'as jamais vu les gens comme des opportunités ou des ressources à exploiter. » Ses larmes ont redoublé tandis qu'elle acquiesçait, dévastée par les actes de son frère. « Mais pourquoi tu ne nous as jamais parlé de l'argent ?» a demandé Lucie, sincèrement confuse. « Pourquoi avoir gardé tout ça secret pendant tant d'années ?» C'était une question qui méritait une réponse honnête, surtout venant de quelqu'un qui m'avait toujours traité avec respect et amour véritable. « Parce que ton oncle Robert et moi avons appris il y a longtemps que l'argent change les gens, » ai-je expliqué, tandis que quelques invités s'approchaient discrètement pour écouter. Nous avons vu des familles détruites par des héritages, des amitiés brisées par des prêts et des enfants qui voient leurs parents comme des pensions ambulantes. Nous avons décidé de vivre simplement pour protéger les relations qui comptèrent vraiment. Lucie a hoché la tête lentement, commençant à comprendre la sagesse de cette décision. Mais Ethan, il était différent avant. Quand on était enfant, il aurait défendu quiconque te faisait du mal. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sa question contenait toute la douleur d'une sœur ayant vu son frère devenir quelqu'un d'irréconnaissable. Ce qui lui est arrivé, c'est Juliette, ai-je répondu avec tristesse mais sans amertume. Ce qui lui est arrivé, c'est l'avidité déguisée en amour, l'ambition sans valeur, et moi, en voulant le protéger, je l'ai privé de la chance d'apprendre des leçons essentielles sur la responsabilité et les conséquences. Mes mots résonnaient dans la salle où les invités restaient suspendus à chaque phrase. Carlos, respectueusement, s'était mis un peu à l'écart, mais il s'est approché et a murmuré quelque chose à mon oreille. Madame Hugues, le responsable de la salle, s'approche. Il semble avoir déjà appris l'annulation du paiement garanti. En effet, je voyais un homme massif en costume s'avancer vers nous, plusieurs papiers à la main, le visage très sérieux. « Madame Hugues », a dit le responsable d'une voix tendue. « Je viens de recevoir une notification d'annulation de paiement extrêmement inhabituelle. Le contrat de cette réception est garanti jusqu'à demain matin. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ?» Sa présence ajoutait une nouvelle couche de réalité immédiate à la crise que je venais de déclencher. « Monsieur Martinez », ai-je répondu en me rappelant son nom des conversations que nous avions eues lorsque j'avais organisé le paiement en secret. La garantie financière que j'ai fournie pour cette célébration a été révoquée en raison de circonstances extraordinaires révélées ce soir. J'ai désigné Ethan et Juliette, restés au centre de la salle comme des statues de désespoir. « Je comprends », a dit Martinez en regardant la scène avec l'expérience de quelqu'un qui gère des événements depuis des décennies. « Et qui sera responsable du paiement maintenant ?»
Le montant restant dû est de 53 000 dollars, incluant la salle, la nourriture, la musique, les fleurs et la photographie. Sa voix était professionnelle mais ferme, indiquant clairement que quelqu'un devrait résoudre ce problème immédiatement. Ethan a enfin réagi, s'approchant à pas hésitants. Monsieur Martinez, il doit y avoir un malentendu. Ma mère, elle ne peut pas annuler comme ça. Nous sommes une famille. On peut régler ça. Sa voix portait un désespoir que je ne lui avais jamais entendu. Le désespoir d'un homme qui comprenait enfin l'ampleur de sa situation. Jeune homme, a répondu Martinez avec la patience forcée d'un professionnel, la garantie financière a été fournie par Madame Hughes personnellement et de façon privée. Elle a le droit légal de la retirer à tout moment. J'ai maintenant besoin d'une autre forme de paiement immédiatement, ou je serai obligé de suspendre l'événement. Juliette s'est approchée en trébuchant, sa robe désormais complètement froissée, son maquillage coulant de larmes. « Vous ne pouvez pas faire ça !» a-t-elle hurlé à Martinez. « C'est notre jour de mariage. Vous ne pouvez pas ruiner notre mariage à cause de problèmes d'argent. » Son hystérie était flagrante, et plusieurs invités ont recommencé à murmurer, mal à l'aise. « Madame, » a répondu Martinez d'une voix de plus en plus ferme, je ne ruine rien, j'applique simplement les termes du contrat que vous avez signé. Si vous ne pouvez pas fournir un paiement alternatif immédiatement, je devrai demander à tous les invités de partir et suspendre tous les services. Son ultimatum est tombé sur la salle comme une sentence finale. La réalité a commencé à pénétrer l'esprit des invités. Certains prenaient déjà leurs affaires et se dirigeaient discrètement vers les sorties. D'autres restaient, fascinés par la suite du drame, comme des spectateurs d'un accident dont on ne peut détourner les yeux. « Maman, » a dit Ethan en s'approchant de moi, des larmes dans les yeux pour la première fois depuis qu'il était enfant. « S'il te plaît, je sais que ce qu'on a fait était mal. Je sais qu'on t'a blessé, mais il y a 130 personnes ici. Il y a des photos, il y a des souvenirs. Tu ne peux pas détruire tout ça pour une dispute ?» Sa voix s'est brisée, et un instant, j'ai revu le petit garçon qu'il avait été. « Ethan, » ai-je répondu d'un calme qui m'a surprise moi-même. « Je ne détruis rien. Tu as détruit tout ça quand tu as choisi l'avidité plutôt que l'amour. Quand tu as choisi la manipulation plutôt que l'honnêteté. Quand tu as choisi de m'humilier en public plutôt que de me traiter avec le respect que je mérite en tant que ta mère. » Chaque mot frappait comme une lame, mais c'était des mots nécessaires. « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» a demandé Juliette d'une voix désespérée en regardant les invités quitter la salle. « Comment on va expliquer ça? Comment on va payer tout ça ?» Sa panique était évidente, et je voyais qu'elle commençait enfin à comprendre les implications réelles de ses actes. « Vous allez faire ce que font les gens responsables, » ai-je répondu. « Vous allez trouver des moyens de gagner de l'argent honnêtement. Vous allez apprendre à vivre selon vos moyens. Vous allez découvrir ce que cela signifie de travailler dur pour ce que vous voulez au lieu d'attendre que les autres vous le donnent. » Ma voix s'était renforcée, et je sentais des décennies de sagesse accumulée s'écouler à travers mes paroles. Carlos s'est approché discrètement et a murmuré. « Madame Hughes, la procédure est terminée. Tous les documents ont été remis. Il n'y a plus rien à faire ici. » Son message était clair. Il était temps de partir, de les laisser affronter les conséquences de leur choix sans ma présence. Lucie s'est approchée une dernière fois et m'a serré fort dans ses bras. « Tante Aurora, je veux que tu saches que tu auras toujours mon respect et mon amour, quoi qu'il arrive avec Ethan. » Ces mots ont été un baume pour mon cœur blessé, me rappelant que toute la famille n'avait pas été corrompue par l'avidité. « Et tu auras toujours les miens, Lucie, » ai-je répondu en la serrant à mon tour. « Souviens-toi de cette nuit quand tu prendras des décisions importantes dans ta vie. Souviens-toi que le caractère ne se définit pas par ce qu'on possède, mais par la façon dont on traite ceux qu'on aime. » Ses larmes imprégnaient mon épaule tandis qu'elle acquiesçait, comprenant entièrement la leçon en train de se dérouler. Martinez s'est approché de nouveau, plus pressant. « Mesdames et messieurs, il me faut une résolution immédiate. J'ai d'autres engagements ce soir et je ne peux pas garder le personnel ici indéfiniment sans garantie de paiement. » Sa patience professionnelle s'effritait, ajoutant de la pression à une situation déjà désespérée. « Vous avez mon numéro ?» ai-je dit à Ethan et Juliette une dernière fois.
Quand vous serez prêt à avoir une vraie conversation sur le respect, les valeurs et la responsabilité, quand vous aurez appris ce que signifie gagner les choses par vous-même, quand vous pourrez me regarder dans les yeux et me présenter de vraies excuses pour ce que vous m'avez fait ce soir, alors nous pourrons parler. Mais pour ça, ai-je ajouté en les regardant droit dans les yeux, vous devrez d'abord trouver une manière de résoudre seul le chaos que vous avez créé ici. Sur ces mots, je me suis tournée et j'ai quitté la salle avec Carlos, laissant derrière moi une réception remplie de chaos, de désespoir et de la réalité brutale de conséquences méritées. 3 jours après le mariage, mon appartement était redevenu un refuge de paix comme je n'en avais pas connu depuis des années. Joseph venait chaque matin avec du café et des viennoiseries de la boulangerie du quartier, s'assurant que j'allais bien après ce qu'il appelait la nuit où Aurora avait repris sa dignité. Ces visites étaient un baume pour mon âme, me rappelant que j'avais encore une famille choisie, des gens qui me valorisaient pour ce que j'étais réellement. Le téléphone n'avait cessé de sonner pendant ces 3 jours. Ethan avait appelé 37 fois, laissant des messages qui passèrent de la colère initiale à des supplications désespérées. Juliette avait envoyé 14 messages, chacun plus hystérique que le précédent. Ses parents s'étaient représentés 2 fois à ma porte, exigeant que je répare le désastre que j'avais causé, mais j'étais restée ferme, avec un calme qui me surprenait même. Carlos est arrivé ce matin-là avec des nouvelles qui, bien que prévisibles, étaient dévastatrices dans toute leur ampleur. Madame Hughes, m'a-t-il dit tandis que nous buvions du thé sur mon balcon. J'ai reçu des rapports de tous côtés. Ethan et Juliette ont été expulsés de leur appartement hier matin. La salle a engagé des poursuites pour récupérer les 53 000 dollars dus. Leurs cartes de crédit ont été annulées pour impayés. Et où vivent-ils maintenant? Ai-je demandé, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. Chez les parents de Juliette, a répondu Carlos. Apparemment, c'est un 2 pièces où 3 personnes vivent déjà. La situation est tendue, selon mes sources. Son expression suggérait que tendu était une description très douce de la réalité. Cet après-midi-là, tandis que j'arrosais mes plantes sur le balcon, j'ai vu une voiture familière se garer devant l'immeuble. C'était Lucie, mais cette fois, elle n'était pas seule. Avec elle se trouvait Amélia, mon ancienne amie de l'immobilier. Et à ma surprise, Joseph est sorti de la banquette arrière. Aurora! A crié Lucie depuis le trottoir. Il faut qu'on te parle. Il y a des choses que tu dois savoir. Quand ils sont arrivés chez moi, leur visage portait un mélange d'urgence et d'inquiétude qui m'a immédiatement mise en alerte. Tante Aurora, a commencé Lucie, j'ai enquêté sur certaines choses depuis la nuit du mariage. Des choses que tu dois savoir avant qu'il ne soit trop tard. Elle s'est assise sur mon canapé avec un dossier à la main, aussi officiel que celui que Carlos avait apporté à la salle. Trop tard pourquoi? Ai-je demandé en lui versant du thé, tentant de rester calme. Amélia s'est raclé la gorge et a parlé pour la première fois. Aurora, depuis 3 jours, je fouille la situation financière d'Ethan et Juliette. Ce que j'ai trouvé dépasse tout ce qu'on imaginait. Ils préparaient ça depuis plus d'1 an, a poursuivi Amélia en ouvrant le dossier pour révéler des documents qui m'ont donné la nausée. J'ai trouvé des preuves que Juliette consultait des avocats spécialisés dans les procédures d'inaptitude mentale pour seniors. Ils avaient un plan détaillé pour te faire déclarer légalement inapte et prendre le contrôle de toutes tes propriétés. Joseph, resté silencieux jusque-là, s'est penché en avant, le visage grave. Aurora, il y a plus. Cette nuit-là, après ton départ de la salle, j'ai entendu Juliette au téléphone avec quelqu'un. Elle disait que la vieille femme avait tout ruiné, mais qu'ils avaient encore un plan B. Ces mots ont envoyé un frisson le long de ma colonne. Un plan B? Ai-je répété, le ventre serré par un mélange de peur et de colère. Lucie a pris ma main et l'a serrée doucement. Tante Aurora, il raconte partout que tu deviens sénile, que la scène au mariage prouve que tu as perdu le sens des réalités. Ils construisent un dossier pour qu'un juge te déclare incapable de gérer tes affaires. L'ampleur de leur trahison s'est étendue devant moi comme une plaie infectée. Il ne suffisait pas de m'avoir humiliée en public, d'avoir planifié de me prendre mon appartement, d'avoir conspiré contre moi pendant des mois.
Maintenant, ils essayaient d'utiliser ma réaction justifiée à leur cruauté comme preuve d'incompétence mentale. C'était une méchanceté au-delà de tout ce que j'aurais cru possible. Mais ce n'est pas tout, a ajouté Amelia, la voix tremblante. J'ai découvert que Juliette répand des rumeurs dans le quartier sur ton comportement erratique. Elle a rendu visite à plusieurs voisins, leur suggérant de signaler tout ce qu'ils observent de préoccupant chez toi. Le caractère méthodique de sa campagne de diffamation m'a coupé le souffle. Carlos, qui était revenu pour notre rendez-vous prévu, est entré à ce moment-là et a trouvé l'atmosphère lourde de tension. Madame Hugues, je vois que vous avez déjà appris certaines manœuvres récentes. Son expression était plus grave que je ne l'avais jamais vue. J'ai des nouvelles supplémentaires qui confirment ce que vos amis ont découvert. Ethan a déposé une requête préliminaire hier, a dit Carlos en sortant des documents. Il demande qu'un tribunal évalue votre capacité mentale en se basant sur ce qu'il appelle un comportement irrationnel et des décisions financières erratiques. Il a fourni des témoignages sous serment de plusieurs personnes présentes au mariage. Des témoignages sous serment ? Ai-je demandé, sentant la colère remplacer le choc. Quel genre de témoignages ? Carlos a consulté ses papiers avant de répondre. Des déclarations décrivant une explosion émotionnelle injustifiée de votre part contre un jeune couple innocent. Des déclarations qualifiant vos décisions financières de vindicatives et destructrices. Des déclarations suggérant que vous avez perdu la capacité de prendre des décisions rationnelles. Lucie a serré ma main plus fort. Tante Aurora, ils ont convaincu plusieurs invités de signer des déclarations. La plupart ne comprennent pas vraiment ce qui s'est passé. Ils ont juste vu une vieille femme s'en prendre à des jeunes mariés. Sa voix était remplie de frustration. Mais nous avons aussi de bonnes nouvelles. Joseph est intervenu avec un sourire contrastant avec la gravité de la situation. Il s'avère qu'il y a plus de gens de ton côté qu'il ne l'imagine. Il a sorti son téléphone et m'a montré un écran qui m'a laissée stupéfaite. « Joseph, qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en regardant ce qui ressemblait à une vidéo sur les réseaux sociaux avec des milliers de vues. « Aurora, tu te souviens que plusieurs invités filmaient cette nuit-là ? Eh bien, certaines de ces vidéos sont devenues virales. Les gens ne voient pas une vieille femme sénile attaquant un couple innocent. Ils voient une femme digne révélant la vérité sur des années d'abus et de manipulation. » Amelia s'est penchée pour regarder aussi. « Aurora, les commentaires sont massivement en ta faveur. Les gens saluent ton courage, ta dignité sous pression, ton choix de poser des limites. Certains partagent leurs propres histoires d'abus familial. Tu es devenu un symbole de résistance contre l'exploitation des seniors. » Carlos a hoché la tête avec approbation. Cette réaction publique sera précieuse si l'affaire va au tribunal. Il est difficile d'argumenter qu'une personne est inapte quand des milliers de gens applaudissent la logique et la justice de ses actes. Son sourire professionnel était revenu, laissant entendre que la bataille juridique ne serait peut-être pas aussi déséquilibrée que je l'avais craint. « Mais il y a autre chose que vous devez savoir », ai-je dit en prenant une décision à laquelle je pensais depuis 3 jours. Si Ethan et Juliette veulent jouer à ce jeu, s'ils veulent transformer cela en bataille judiciaire publique, alors ils vont découvrir exactement à qui ils ont affaire. Je me suis levée et j'ai marché vers mon bureau où j'avais préparé mon propre dossier. Pendant ces 3 jours, j'ai été en contact avec plusieurs avocats spécialisés dans les abus envers les personnes âgées. J'ai tout documenté. Les visites intimidantes, les menaces implicites, la conspiration pour me dépouiller de mes biens, même la gifle de Juliette. J'ai sorti des photos de ma joue enflée prises juste après le mariage. Des preuves médicales de l'agression. S'ils veulent la guerre, ai-je poursuivi avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Ils auront la guerre, mais ce sera une guerre menée selon mes conditions, avec mes ressources et avec la vérité de mon côté. Et en plus, ai-je ajouté avec un sourire qui m'a surprise, j'ai décidé de faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je vais raconter toute mon histoire publiquement. Je vais montrer au monde ce qui arrive quand la cupidité se déguise en amour familial. La pièce s'est remplie d'une énergie nouvelle. L'énergie de gens qui savaient que la justice était de leur côté et qu'ils avaient les moyens de la faire triompher.
6 mois après cette nuit qui a divisé ma vie en un avant et un après, je me suis retrouvée assise dans le studio de télévision le plus important de la ville, attendant le début de l'interview qui raconterait mon histoire au pays tout entier. L'émission Histoire d'une vie avait contacté Carlos après que les vidéos du mariage ont dépassé 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Mon histoire était devenue un symbole national de résistance contre les abus familiaux envers les personnes âgées. La journaliste Catherine Diaz, une femme respectée pour son intégrité, relisait ses notes tandis que les techniciens ajustaient les lumières. Madame Hughes, m'a-t-elle dit avec un sourire chaleureux, je veux que vous sachiez que vous avez inspiré des milliers de personnes par votre courage. Nous avons reçu des centaines de lettres de téléspectateurs ayant vécu des situations similaires pendant ces 6 mois. Beaucoup de choses avaient changé. Le dossier judiciaire qu'Ethan et Juliette ont tenté de construire contre moi s'est effondré spectaculairement lorsque Carlos a présenté les preuves de leur conspiration visant à me faire déclarer inapte. Non seulement ils ont perdu, mais ils ont été condamnés pour procédure abusive et ont dû payer mes frais d'avocat qui s'élevaient à 45 000 dollars. La faillite qui a suivi a été rapide et dévastatrice. Ethan a perdu son emploi lorsque son employeur a appris le scandale public. Juliette a tenté de lancer une activité de consultante en images, mais les vidéos virales ont détruit sa réputation professionnelle. Il vivait désormais dans un petit appartement en banlieue, travaillant à temps partiel et luttant pour payer leurs dettes accumulées. On est en direct dans 5 minutes, a annoncé le réalisateur. J'ai regardé les caméras qui allaient diffuser mon histoire à des millions de foyers, ressentant un mélange de nervosité et de détermination. À mes côtés se tenait Carlos, qui avait accepté d'apparaître avec moi pour expliquer les aspects juridiques de l'affaire. Dans le public, il y avait Joseph, Lucie et Amélia, mes piliers de soutien pendant ces mois difficiles. Le plus douloureux durant ces 6 mois avait été le silence total d'Ethan. Après avoir perdu l'affaire, il n'avait fait aucune tentative de me contacter. Pas d'appel pour demander pardon, pas de lettre pour expliquer, pas de reconnaissance que ses actes étaient mauvais. Comme s'il avait décidé qu'il était plus simple de me haïr que d'affronter la réalité de ce qu'il avait fait. Juliette, au contraire, avait essayé de me contacter plusieurs fois. Ses messages étaient repassés de menaces juridiques à des supplications désespérées d'aide financière. Le dernier message, reçu 2 semaines plus tôt, disait « Aurora, je sais qu'on a fait des erreurs, mais on est une famille. Ethan est malade de stress et je suis enceinte. S'il te plaît, tu ne peux pas laisser ton petit enfant grandir dans la pauvreté. » La nouvelle de la grossesse avait été comme une dague dans mon cœur. J'allais être grand-mère, mais mon petit enfant grandirait dans un foyer rempli de ressentiment à mon égard. Pourtant, j'avais appris la leçon la plus difficile de ma vie. Je ne pouvais pas sauver des gens qui ne voulaient pas être sauvés. Essayer ne faisait que perpétuer leur comportement destructeur. Madame Hughes, on commence dans 30 secondes, m'a informé Catherine. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pensé à toutes les personnes qui m'avaient écrit après avoir vu les vidéos, me racontant leurs propres histoires. Des seniors dont les enfants avaient pris le contrôle de leurs finances. Des parents victimes de chantage émotionnel de la part d'enfants adultes irresponsables. Des grands-parents menacés de ne plus voir leurs petits-enfants s'ils ne donnaient pas d'argent. Nous sommes en direct dans 3, 2, 1. Le voyant rouge s'est allumé et Catherine a commencé par une introduction parfaitement répétée. Bonsoir et bienvenue dans Histoire d'une vie. Je suis Catherine Diaz et ce soir, nous recevons Aurora Hughes, une femme de 68 ans dont l'histoire a choqué le pays et a placé la question des abus familiaux envers les personnes âgées au cœur d'un débat national. Madame Hughes, a poursuivi Catherine en se tournant vers moi. 6 mois après les événements du mariage de votre fils, que ressentez-vous en sachant que votre histoire a inspiré tant de personnes? Sa question était directe mais compatissante, me permettant de commencer selon mes propres termes. Je me sens reconnaissante, ai-je répondu, sentant ma voix se stabiliser. Reconnaissante que quelque chose d'aussi douloureux que la perte de ma relation avec mon fils ait servi à aider d'autres personnes dans des situations similaires.
Pendant des mois, je me suis sentie seule et confuse, me demandant si c'était moi qui avais tort. Maintenant, je sais que ce que j'ai vécu est plus courant que nous ne voudrions l'admettre. Catherine a hoché la tête et a consulté ses notes. Parlez-nous des années qui ont précédé cette nuit-là. Quand avez-vous commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas dans votre relation avec votre fils et sa fiancée? C'était la question que j'attendais. L'occasion d'expliquer comment l'abus émotionnel et financier se développe progressivement, presque imperceptiblement. Ça a commencé par de petites choses. Ai-je expliqué en me rappelant ces premiers signes que j'avais ignorés par amour? Des commentaires sur mon âge, des suggestions que je ne pouvais plus m'occuper de moi, des pressions subtiles pour que je prenne des décisions qui les avantageaient. Les abus familiaux commencent rarement par des coups ou des cris. Ils commencent par l'érosion lente de votre confiance en vous, par vous faire douter de votre propre réalité. Carlos s'est penché pour apporter un contexte juridique. Ce que décrit Aurora est un schéma classique dans les affaires d'abus envers les personnes âgées. Les auteurs, surtout lorsqu'ils sont des membres de la famille, utilisent des tactiques de manipulation psychologique avant de passer à des formes plus directes de coercition. C'est insidieux parce que c'est déguisé en sollicitude. Et le moment de la révélation, a demandé Catherine. Quand avez-vous décidé de dévoiler la vérité sur votre situation financière? C'était la question que je savais inévitable, celle qui exigeait d'expliquer la décision la plus difficile de ma vie. La gifle, ai-je répondu simplement. Quand Juliette m'a giflé au milieu de la salle, devant 130 personnes, parce que je refusais de lui donner les clés de mon appartement. J'ai compris qu'elle avait franchi une ligne que je ne pouvais pas ignorer. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était plus une question de protéger ma famille des conséquences de ses actes. C'était de me protéger, moi, de la poursuite des abus. L'interview a continué pendant 45 minutes, couvrant tous les aspects de mon histoire. J'ai parlé du choix de vivre simplement pour protéger ma vie privée, des années de soutien financier secret, de la conspiration pour me faire déclarer inapte et de la bataille judiciaire qui a suivi. Chaque réponse avait pour but non seulement de raconter mon histoire, mais d'éduquer sur les signes d'alerte et les ressources disponibles. Madame Hughes, a dit Catherine vers la fin de l'émission, avez-vous un message pour votre fils s'il regarde cette interview ce soir? C'était la question la plus difficile, celle que je redoutais et espérais à la fois. J'ai regardé la caméra, sachant qu'Ethan pouvait être en train de regarder. Ethan, si tu m'écoutes, je veux que tu saches que je t'aime encore. Je t'aimerai toujours parce que tu es mon fils. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser t'abuser. Aimer quelqu'un ne signifie pas sacrifier ta dignité pour sa commodité. Aimer quelqu'un ne signifie pas devenir victime de sa cupidité. Les portes de mon cœur te seront toujours ouvertes, ai-je poursuivi, sentant les larmes monter. Mais seulement si tu peux les franchir comme l'homme honorable que j'ai essayé d'élever. Seulement si tu peux me regarder dans les yeux et assumer pleinement la responsabilité de tes actes. Seulement si tu peux montrer que tu as appris que la famille se construit sur l'amour et le respect, pas sur l'opportunisme et la manipulation. Et à toutes les personnes qui nous regardent et qui reconnaissent leur propre histoire dans la mienne, ai-je ajouté en m'adressant au public, je veux que vous sachiez que vous avez le droit d'être traité avec dignité, quel que soit votre âge. Vous avez le droit de décider de votre argent, de votre maison, de votre vie. Vous avez le droit de poser des limites aux membres de la famille qui vous traitent mal. Et vous avez le droit de demander de l'aide quand ces limites sont franchies. Quand les caméras se sont éteintes, le studio a éclaté en applaudissements. Catherine m'a serré dans ses bras, les yeux humides. Aurora, c'était l'une des interviews les plus puissantes que j'ai jamais faites. Ça va changer des vies. Carlos a hoché la tête, fier, sachant que nous avions accompli quelque chose de plus grand que la victoire d'un procès. Cette nuit-là, en rentrant chez moi avec Joseph, Lucie et Amélia, je me suis sentie plus en paix que depuis des années. J'avais raconté mon histoire. J'avais défendu ma vérité. Et j'avais transformé ma douleur en aide pour les autres. Peu importe ce que l'avenir réservait avec Ethan, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Aurora, a dit Lucie depuis la banquette arrière, je suis tellement fière de toi. Tu as transformé la pire expérience de ta vie en quelque chose qui protégera des milliers de personnes. Ces mots ont résonné en moi quand nous sommes arrivés.
L'appartement que Juliette convoitait autrefois ressemblait enfin à un foyer de nouveau. Pas parce que j'avais gagné une bataille juridique, mais parce que j'avais enfin appris à me valoriser assez pour exiger le respect que je méritais. J'avais découvert que parfois, la seule façon de sauver une relation est d'être prête à la perdre. Et en me préparant à dormir cette nuit-là, je savais que j'avais donné l'exemple le plus important de ma vie, qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, qu'on n'est jamais trop vieux pour exiger la dignité et que le véritable amour exige parfois les décisions les plus difficiles. Mon histoire était terminée, mais ma vie recommençait à peine. 2 ans ont passé depuis cette nuit qui a divisé ma vie en un avant et un après. En écrivant ces lignes, je suis assise sur le même balcon où j'arrosais mes plantes et où je réfléchissais aux humiliations silencieuses que je croyais devoir endurer par amour maternel. Comme le monde paraît différent quand on trouve enfin le courage de mettre un prix sur sa dignité. La matinée a commencé comme toutes celles des 18 derniers mois avec un appel de Carmen, la coordinatrice de la Fondation Aurora Hughes pour la protection des seniors. Oui, j'ai décidé d'utiliser mon nom pour l'organisation caritative que j'ai fondée avec une partie de l'héritage que j'ai redirigé. Aurora, nous avons 23 nouveaux cas cette semaine, m'a informé Carmen avec ce mélange de tristesse et de détermination qui caractérise ceux d'entre nous qui travaillent dans ce domaine. Tous suivent des schémas similaires. Des enfants adultes faisant pression sur leurs parents âgés pour des biens ou de l'argent. Chaque dossier qui arrive sur mon bureau est comme un miroir du passé. Hier, j'ai examiné le cas d'une femme de 72 ans dont la fille a convaincu la mère de vendre sa maison pour son bien, avant de découvrir que l'argent avait financé une entreprise ratée et des vacances en Europe. Avant-hier, c'était un homme de 69 ans dont les jumeaux faisaient du chantage émotionnel. Si tu ne nous prêtes pas 50 000 dollars, tu ne verras jamais tes petits-enfants. L'ironie ne m'échappe pas. J'ai transformé ma pire expérience personnelle en mission de vie la plus significative. La Fondation a aidé plus de 400 seniors à reprendre le contrôle de leurs finances, de leurs biens et surtout de leur estime d'eux-mêmes. Nous avons des avocats spécialisés, des travailleurs sociaux, des psychologues et un système de soutien que j'aurais aimé avoir lorsque je me sentais si seule et confuse. Joseph est toujours mon voisin le plus cher, mais il est désormais aussi vice-président de ma fondation. Ses 72 ans sont remplis d'une énergie renouvelée depuis qu'il donne des conférences sur la façon de détecter la manipulation familiale. Aurora, m'a-t-il dit la semaine dernière en examinant des dossiers, je n'aurais jamais pensé que mes années dorées incluraient de devenir détective pour familles dysfonctionnelles, mais c'est la meilleure aventure de ma vie. Lucie a emménagé dans l'appartement d'à côté il y a 1 an. Après son divorce d'un mariage qui n'avait duré que 8 mois, elle a décidé qu'elle devait être proche de la personne la plus courageuse qu'elle connaisse. Travailler comme directrice éducative de la Fondation lui a donné un sens qu'elle n'avait jamais trouvé dans sa carrière d'enseignante traditionnelle. Tante Aurora, me dit-elle souvent, tu m'as appris que parfois la vraie famille ne vient pas du sang, mais de ceux qui choisissent de te respecter inconditionnellement. Le succès public de mon histoire a eu des conséquences inattendues. Le livre que j'ai écrit avec l'aide d'une journaliste d'investigation est devenu un best-seller national. Quand l'amour fait mal, une femme âgée riposte, s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires et toutes les royalties vont directement à la fondation. Les lettres que je reçois de lecteurs sont des témoignages vivants que mon expérience a résonné dans des milliers de foyers où le silence était la norme. Carlos est toujours mon conseiller financier, mais il est maintenant aussi le principal comptable de la Fondation. Son expérience dans la gestion des aspects juridiques de ma confrontation avec Ethan est devenue un atout inestimable pour aider d'autres personnes. Madame Hughes, m'a-t-il dit lors de notre réunion mensuelle, nous avons récupéré plus de 3 millions de dollars en biens et en économies que des membres de la famille abusifs avaient obtenus illégalement. La question que tout le monde me pose, celle qui revient dans chaque interview et chaque conversation profonde, c'est si Ethan me manque. La réponse est complexe et douloureuse. Le garçon qu'il était me manque. Le jeune homme qui montrait des éclairs de gentillesse et d'honneur.
L'illusion de la famille que je croyais avoir me manque, mais je ne regrette pas les dernières années de manipulation, de chantage émotionnel et de manque de respect systématique. Ethan a tenté de me contacter exactement 3 fois durant ces 2 années. La première, 6 mois après l'interview télévisée, quand apparemment des collègues avaient vu l'émission et avaient commencé à le traiter différemment. La deuxième, quand son fils, mon petit-fils Oliver, est né il y a 14 mois. La troisième, il y a 3 mois, quand Juliette l'a quitté, emportant le bébé et la moitié de leur maigre possession. Chaque fois, il appelait pour demander de l'aide financière, jamais pour offrir des excuses sincères ni reconnaître le mal qu'il avait fait. Son schéma de pensée reste identique. Il voit ses problèmes comme des injustices externes, pas comme les conséquences de ses décisions. La dernière conversation a duré moins de 5 minutes et s'est terminée lorsqu'il a dit « Maman, ta fierté est plus importante que ton petit-fils. » J'ai répondu avec une clarté qui m'a surprise. Ethan, ma dignité est exactement aussi importante que mon petit-fils, et j'espère qu'un jour il apprendra cette leçon mieux que toi. C'était la première fois de ma vie que je raccrochais au nez de mon fils, et c'était étrangement libérateur. Le sujet d'Oliver, mon petit-fils, est le seul qui peut encore me faire pleurer. Il a 14 mois et ne me connaît pas. Quand Juliette est partie, elle a emporté toutes les photos de famille, y compris les rares que j'avais de lui. J'ai créé un fonds fiduciaire pour ses études, administré par Carlos, qui sera disponible lorsqu'il aura 18 ans, quelle que soit la relation que nous aurons d'ici là. Peut-être, me dit Amélia lors de nos dîners hebdomadaires, quand Oliver sera plus grand, il cherchera ses propres réponses sur ce qui s'est passé dans sa famille. Peut-être trouvera-t-il le courage de connaître sa grand-mère par lui-même. Amélia est devenue ma plus proche confidente, d'autant qu'elle a dû elle aussi poser des limites difficiles avec une famille toxique il y a 10 ans. Ce qui m'étonne le plus dans ces 2 années, c'est à quel point ma santé physique et mentale s'est améliorée. Durant les dernières années avec Ethan et Juliette, j'avais développé une insomnie chronique, des maux de tête constants et une anxiété qui me maintenait en état d'alerte permanent. Mon médecin dit que mes tests actuels montrent des niveaux de stress d'une femme 10 ans plus jeune. Aurora, m'a dit le docteur Hernandez lors de mon dernier contrôle. C'est impressionnant de voir comment le corps répond quand on élimine des sources de stress toxiques. Votre tension est parfaite, votre sommeil est réparateur, même votre posture s'est améliorée. Il a raison, je me tiens plus droite. Ma voix est plus ferme et mes mains ne tremblent plus quand je dois prendre des décisions importantes. La boutique de fleurs où je travaillais a fermé il y a 1 an, mais j'ai trouvé une nouvelle passion dans le jardin communautaire que j'ai aidé à créer dans l'immeuble. J'enseigne à d'autres résidents âgés les plantes médicinales et les techniques de culture biologique. C'est une activité qui me relie à la terre et à des gens qui apprécient la sagesse accumulée au lieu d'y voir de l'obsolescence. Ma routine actuelle comprend 3 jours par semaine au bureau de la Fondation, 2 jours à visiter des seniors qui ont besoin d'un soutien émotionnel et les week-ends consacrés à l'écriture de mon deuxième livre. Celui-ci se concentrera sur des stratégies pratiques pour détecter et prévenir les abus financiers familiaux, basés sur les cas que nous avons traités. L'appartement qui était autrefois une source de convoitise est maintenant un espace de paix et de créativité. J'ai transformé l'ancienne chambre d'Ethan en bureau où je reçois des personnes qui ont besoin de conseils. Les murs sont couverts de lettres de remerciements, de photos de famille que nous avons aidés à se réconcilier de manière saine, et de diplômes des universités où j'ai donné des conférences. L'une des expériences les plus gratifiantes de cette période a été de devenir mentor pour d'autres femmes âgées confrontées à des situations similaires. Margaret, 74 ans, est venue à la Fondation il y a 6 mois après que son fils a vendu sa voiture sans permission pour payer des dettes de jeu. Nous avons travaillé ensemble pendant 3 mois et la semaine dernière, elle m'a envoyé une photo d'elle souriant dans sa nouvelle voiture, achetée avec ses propres économies après avoir récupéré l'argent légalement. Aurora, a écrit Margaret dans sa lettre, tu m'as appris que poser des limites n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Tu m'as appris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre.
Ces mots m'ont rappelé pourquoi toute cette douleur en valait la peine. En repensant à ces 2 années, je comprends que mon histoire n'a pas la fin heureuse traditionnelle où toute la famille se réconcilie et où nous vivons heureux pour toujours. Mais elle a quelque chose de mieux. Elle a l'authenticité, la dignité retrouvée et un but qui dépasse ma douleur personnelle. J'ai appris que parfois, la plus grande preuve d'amour de soi est de s'éloigner de ceux qui insistent pour te blesser. Si je pouvais envoyer un message au passé, à l'Aurora qui est entrée dans cette salle de bal il y a 2 ans, je lui dirais: Aie du courage. Ce qui va arriver sera douloureux. Mais de l'autre côté, t'attends une vie plus authentique que tout ce que tu as pu imaginer. La paix t'attend. La paix qui vient du fait de savoir que tu ne laisseras plus jamais personne te traiter comme si tu étais jetable. Ce soir, en terminant d'écrire ces réflexions, je regarde vers l'avenir avec un espoir renouvelé. Demain, j'ai une réunion avec des sénateurs pour discuter d'une nouvelle législation visant à mieux protéger les seniors contre les abus familiaux. La semaine prochaine, j'inaugure le 3e centre régional de la Fondation. Le mois prochain, je commencerai une série documentaire sur ce sujet qui sera diffusée au niveau national. Ma vie à 70 ans est plus riche, plus significative et plus authentique qu'elle ne l'était à 68 ans. J'ai appris que la fin d'une relation toxique n'est pas une perte, c'est une libération. J'ai découvert que la vraie famille se choisit autant qu'elle s'hérite, et j'ai prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre de sa propre histoire. Quand on me demande si je regrette ce que j'ai fait cette nuit-là, ma réponse est toujours la même. Est-ce que mon histoire t'a plu? Et depuis quelle ville tu écoutes? On se retrouve dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner. À bientôt dans une nouvelle histoire de vie, avec amour et respect.